Bienvenue dans le Focus sur France 24. On s'intéresse à la Côte d'Ivoire et plus particulièrement au village de Diékoué dans l'ouest du pays où 6 cadavres enterrés dans une fosse commune ont été découverts la semaine dernière. Il pourrait s'agir de jeunes qui avaient disparu après la destruction du camp de déplacés situé à la périphérie de la ville le 20 juillet dernier. Plusieurs milliers de personnes s'abritaient dans ce camp dont l'ethnie, les Guérés, est considérée comme proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils auraient été victimes de représailles après le meurtre de commerçants malinqués la veille au soir. Les proches des disparus avaient jusqu'ici beaucoup de mal à se faire entendre des autorités locales. Elles n'ont aujourd'hui plus d'autre choix que d'enquêter sur ces morts. Notre correspondante en Côte d'Ivoire, Maureen Grisot, a suivi cette affaire en exclusivité pour France 24. Attention, certaines images du reportage peuvent choquer. Au milieu des tentes calcinées, cette femme est sous le choc. Le camp de Naïbli est dévasté et à l'extérieur, sous les yeux des autorités, des jeunes hommes qui tentent d'échapper à l'incendie sont pourchassés. Plusieurs dizaines de déplacés ont disparu ce jour-là, certains après avoir été emmenés par des militaires ivoiriens. Beaucoup de rescapés ont eu peur de parler, d'autres n'ont pas été entendus. 3 mois plus tard, c'est un témoignage anonyme qui a alerté les autorités et c'est la présence de la caméra qui les convaincra de se déplacer. Un paysan recruté sur place creuse sous les yeux des policiers, des gendarmes et des militaires ivoiriens. L'opération est supervisée par l'ONUCI sous haute sécurité. Après avoir déblayé plus d'1 mètre de terre et une épaisse couche de branchage, soudain, l'homme perd ses moyens. C'est le pied qui est là. C'est les doigts là. Non, c'est confirmé, c'est un pied. Voilà. Ça, c'est un pied humain, c'est confirmé, c'est clair. Tous sont surpris et choqués par cette découverte. Le lieutenant Bamba prend des précautions pour la nuit. Si un grand nombre des militaires en poste au moment de l'attaque ont été mutés, les assassins pourraient ne pas être loin. Si jamais on laisse que quelqu'un vient, il peut enlever le corps, puis il n'y a aucune trace. Voilà. Le lendemain, c'est le procureur adjoint de la région qui mène l'enquête. Seules les autorités locales sont autorisées à assister aux fouilles. 3 heures plus tard, un agent municipal appelle du renfort. Bon, viens avec les bâches. Il y a déjà 6 corps qu'on a tirés dans le puits. Les cadavres sont transportés par ce tracteur, à peine emballés dans des sacs poubelles. Des familles sont déjà sur les lieux à la recherche de leurs proches. La gêne est palpable, l'entretien ne pourra pas être filmé. Le procureur aussi refuse de s'exprimer. Alors que chacun pense accompagner les cadavres à la morgue, ils sont en fait transférés directement au cimetière, où un nouveau trou les attend déjà. C'est grâce à l'intervention des défenseurs des droits de l'homme que l'opération sera interrompue. Il faut suspendre. Les activités. On va à la morgue avec les corps. Mais arrivé à la morgue, le directeur refuse de prendre en charge les cadavres. Non, on ne peut pas les garder. Pourquoi? Compte tenu de la décomposition. Il n'y a pas de chambre réfrigérée? C'est réfrigéré, mais c'est collectif, ce n'est pas individuel. L'odeur va rester ici, on ne peut pas garder ça. Pendant qu'on recouvre les corps de chaux, à l'extérieur, des rescapés du camp de Naïbli veulent voir les cadavres. Un homme assure que son frère, emmené par des militaires le jour de l'attaque, est parmi eux. Je reconnais son accoutrement, c'est encore sur lui. Maintenant, il faut que je sois rendu, il faut que les enquêtes au moins arrivent à élucider comment ils sont morts et qui les a tués. Ce sera finalement l'ONU qui, le lendemain, permettra de transporter les corps à Abidjan pour une autopsie. Pendant ce temps, les familles retournent sur les lieux, persuadées qu'il y a d'autres cadavres dans les puits avoisinants. Si une odeur de décomposition est bien là, avec si peu de moyens, seuls des vêtements seront repêchés. Présents tout au long du processus, les défenseurs des droits de l'homme comptent bien pousser pour que ses parents connaissent enfin la vérité. Sur des cas aussi symboliques que ces attaques, sur ces cas d'exécution, il faut une justice exemplaire. Et donc on essaye d'aider, de soutenir les acteurs présents judiciaires pour que l'enquête aille jusqu'à son terme et aille jusqu'au bout. De nombreux proches de disparus ont déjà été entendus par la gendarmerie de Diékoué en attendant que les corps soient identifiés. Florent Gel, merci d'être avec nous. On vous a vu dans le reportage, vous êtes responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Comment expliquer qu'on puisse retrouver ce type de charnier en Côte d'Ivoire ? Parce qu'il y a eu de très nombreux morts, que ce soit pendant la crise post-électorale ou même après, puisqu'on a vu l'attaque du camp de Naïbli. Et surtout, on voit que se sont développés en Côte d'Ivoire aussi des petits potentats locaux, que les dernières attaques et que la tension actuelle en Côte d'Ivoire a renforcé de nouveau, alors qu'ils étaient un peu abaissés. Et donc, du coup, ces petits potentats locaux qui ne sont pas sous le contrôle total des autorités nationales commettent des crimes. Ce type d'exaction, puisqu'on sait assez précisément aujourd'hui que au moins les 6 personnes, et il y en a d'autres, ont été exécutées sommairement par des soldats FRCI sans en recevoir l'ordre d'en haut, quoi, hein. Et les autorités locales ont peur d'en parler? Elles étaient au courant?
Certaines autorités locales ont peur d'en parler, certaines sont au courant, certaines préfèrent éventuellement couvrir ne sachant pas ce que pensent les hiérarchies. Pour autant, les autorités nationales, elles, ont réagi assez rapidement, puisque le jour même, le président de la République a pris un communiqué, a dit bon, ces corps-là ne vont pas être enterrés, il faut les autopsier, et il faut que justice soit faite et qu'on aille jusqu'au bout. Donc l'enquête va se poursuivre? Normalement, oui. Et de toute façon, on fera en sorte qu'elle se poursuive, puisque nous, on est là aussi pour ce type de cas emblématique, comme je le disais, pour essayer de pousser jusqu'au bout et pour démontrer que ceux qui sont responsables de ce type d'exaction, de crimes atroces et internationaux, doivent rendre des comptes et pourront rendre des comptes. Ce sera à ce prix-là, en quelque sorte, la réconciliation. Et vous pensez tomber sur d'autres types de charniers, d'autres cadavres? Bien sûr, on en connaît même la localisation d'un certain nombre. Et là, vous allez pousser également pour que ça remonte vers le pouvoir national et que les enquêtes se poursuivent? Bien sûr, c'est vraiment ce double travail de terrain, on l'a vu, d'être présent, d'être là, de pousser au moment où il faut pousser, et aussi de s'inscrire dans le cadre de la justice nationale. Des enquêteurs, des juges sont saisis, et il faut que ce soit eux qui fassent ce travail-là. Et elle suit la justice nationale? Alors elle suit, oui, avec plus ou moins de succès à certains moments. Sur la crise post-électorale, elle suit plutôt pas mal. Des enquêtes sont en cours. C'est très compliqué. On parle de 3 000 à 5 000 morts, de multiples acteurs, une période de crise. Et vous accompagnez ces victimes dans leur démarche? Exactement. Devant la justice, on les représente devant la justice. Donc du coup, on peut observer ce processus et savoir comment ça marche. Après, il y a aussi une autre justice, qui est cette justice-là actuellement aussi, qui target un petit peu, enfin qui vise dans ces moments de tension certains opposants pro-Gbagbo. Et là, on a le sentiment d'être un peu sur deux terrains différents, un terrain un peu plus politique et un terrain judiciaire. Mais est-ce qu'on n'est pas au cœur finalement du problème de la réconciliation en Côte d'Ivoire, justement dans le cadre de ce type d'enquête? Bien sûr, il est évident que la réconciliation ne se décrète pas, c'est un long processus, et que la justice, et toute la justice impartiale, c'est-à-dire qui va cibler les deux camps, sera le pilier de cette réconciliation et sera une condition essentielle de cette réconciliation. Si les populations des différents camps et des différents endroits ne se rendent pas compte que tous les camps seront visés et que tous ceux qui auront commis des crimes seront inquiétés par la justice, alors ils se diront il y a une justice de vainqueur, une justice à deux vitesses, une justice partiale. Et donc la réconciliation ne sera absolument pas possible sans cette condition essentielle de la justice. Mais on a confiance aussi dans les autorités. Vous êtes plutôt optimiste, justement? On est plutôt optimiste dans la mesure où il y a une volonté politique. Elle doit être encore affirmée, une volonté politique au plus haut niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau local, il n'y a pas d'autres complicités. Ça ne veut pas dire non plus que la tension qui actuellement est très propice à ça, puisqu'on a vu des cas de disparition forcée, des lieux de détention illégale qui fleurissent. Un peu partout dans le pays, ou est-ce que c'est localisé Pour l'instant, c'est pas mal à Abidjan. On sent la tension est très palpable. À Abidjan, on a des contrôles qui n'existaient plus, on a des barrages qui n'existaient plus depuis un certain temps. Et donc, dans ce cadre-là, un peu de tension, des violations des droits de l'homme sont commises. Maintenant, il s'agit, et c'est ce qu'on a dit aux autorités quand on les a vus sur place, il faut absolument réagir maintenant et arrêter de ces violations des droits de l'homme, prendre des sanctions contre leurs auteurs. Et dans ces cas-là, on se relancera dans une dynamique favorable et dans une dynamique positive en faveur des droits de l'homme. Leur réaction sur ce cas du charnier de Djoekoué a été tout à fait positive en ce sens. Et il faut qu'il continue. Merci Florent Gel. Je rappelle que vous êtes responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci d'avoir été notre invité. Vous venez tout juste d'atterrir d'Abidjan. On se retrouve dans 3 minutes pour une nouvelle demi-heure d'infos. Restez avec nous.